Bienvenue de nouveau sur ce parvis pour parler de la grande cause nationale 2025. Vous le savez, c'est la santé mentale. C'est devenu un sujet central, bien sûr, dans nos sociétés et les locataires du parc social ne font pas exception. Les bailleurs sociaux peuvent être confrontés, évidemment, aux difficultés psychiques de leurs locataires qui se traduisent parfois par des situations de repli, d'isolement ou des troubles du comportement. Et les organismes HLM sont porteurs de nombreuses initiatives sur ce thème de la santé mentale. Et parmi celles-ci, ils développent des projets permettant d'aller vers et qui visent donc à accompagner des locataires en grande souffrance psychique en lien avec leur logement et leur environnement social. Et ces initiatives, justement, elles peuvent bénéficier d'un soutien, le soutien du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, donc le FNADVL, qui finance donc des projets concrets d'accompagnement social pour favoriser l'inclusion, le bien-être, la qualité de vie des personnes logées. Alors pendant ces 30 minutes qui viennent, on vous propose de faire un point sur le cadre et les modalités d'intervention de ce fonds, puis de vous présenter deux exemples concrets de démarches mises en place par les bailleurs sociaux et comme ça qui illustrent vraiment comment la santé mentale peut être intégrée au cœur de l'action sociale HLM. Pour parler de tout ça, nous recevons donc Ahmed Abderrazak, vous êtes responsable du pôle DSU de la SAHLM de l'Oise, c'est ça? Bonjour. Ah, on ne vous entend pas, mais on vous entendra bientôt. Bonjour. Ah voilà. Aude Gabelli, vous êtes responsable du pôle Action sociale chez Valoffice. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour. Et puis Marie Sylvestre, évidemment, responsable du département politique sociale de l'USH. Bonjour. Bon, c'est vous qui allez être mis à contribution dès le départ, parce qu'il va falloir que vous nous expliquiez quel est le cadre de ce fonds, le FNADVL, et comment celui-ci peut financer des projets de bailleurs sur la santé mentale. Alors, c'est le FNAVDL, donc c'est accompagnement vers et dans le logement. Mettez-vous un tout petit peu. Voilà. Ah oui. Et donc c'est un fonds qui permet de financer des actions d'accompagnement social pour les personnes les plus fragiles et pour des ménages qui sont en grande difficulté, à la fois d'accès et de maintien dans le logement. Donc c'est un fonds qui est géré par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui est majoritairement financé par les instrats d'ALLO. Et pendant longtemps, donc ce fonds était, le public bénéficiaire principal était vraiment les ménages d'ALLO. Et au fur et à mesure, il s'est élargi à d'autres publics, et notamment au public logement d'abord, au sens large, donc les personnes sortant d'hébergement, à la rue, mais aussi les ménages qui sont menacés d'expulsion, ou des thématiques donc, telles que la santé mentale ou les violences conjugales. Les bailleurs sociaux contribuent financièrement à ce fonds en complément donc, des astreintes d'ALLO depuis 2020. Et donc cette contribution financière, qui est une contribution via la CG2LS, permet aux bailleurs de développer des projets et de porter des projets sur ces thèmes-là et de pouvoir obtenir des financements pour tous ces projets d'accompagnement social pour pouvoir accompagner toutes ces personnes en difficulté. C'est un fonds qui permet vraiment de mettre en œuvre en fait, la politique du logement d'abord de l'État et qui vient en complément d'autres mesures d'accompagnement social qui existent sur les territoires, comme les FSL, etc. Mais voilà. Mais l'avantage de ce fonds, c'est qu'il permet vraiment à des bailleurs de déposer ou d'être porteurs de projets sur certaines thématiques, le plus souvent en lien avec le milieu associatif, puisque le bailleur peut être porteur du projet, mais le plus souvent, c'est des associations qui mettent en place l'accompagnement social auprès de ces publics, parce que les associations, elles ont vraiment des compétences, notamment sur la santé mentale, pour pouvoir accompagner des personnes. Et de ce fait, ça permet aux bailleurs de faire ces choses-là. Juste pour vous donner quelques chiffres, sur le FNAVDL, il y a 635 conventions en cours en 2024, donc c'est quand même très important. Ces conventions ne sont pas toutes des conventions bailleurs, puisqu'il y a aussi des CCAS, des UDAF, des ADIL, plein d'associations qui peuvent aussi porter des projets. Mais il y a 229 conventions bailleurs en cours en 2024 sur les 635. Donc c'est quand même un fonds qui est bien utilisé par les bailleurs. Mais il est encore possible aujourd'hui de proposer des projets dans le cadre de ce fonds, qui est un fonds, je rappelle, décentralisé. Donc en fait, il y a des enveloppes par région qui sont et donc c'est les services déconcentrés de l'État qui gèrent leur enveloppe et qui lancent des appels à projets sur les territoires
pour développer des projets. Il y a un cahier des charges national, mais souvent il y a des adaptations locales qui peuvent être faites par les territoires. Quand il y a des problématiques spécifiques sur certains territoires, il peut y avoir quelques adaptations. Voilà. Donc sur la santé mentale, c'est l'un des axes du fonds. Notamment, les bailleurs ont développé beaucoup de projets sur ce thème-là. Pourquoi ? Parce que la santé mentale, c'est devenu un gros sujet de préoccupation par les bailleurs. Il y a de plus en plus de problématiques dans le parc social, notamment depuis la crise Covid. Donc on est beaucoup interpellé par les bailleurs sur ces sujets-là. Et du coup, il y a eu beaucoup de projets qui ont été développés de type effectivement aller vers ou des équipes mobiles sur ce sujet-là. Comme vont vous être présentés, il y en a eu un certain nombre et l'idée c'est de dire on permet à des équipes spécialisées du social et ou du soin qui vont vers les gens, qui les raccrochent au droit commun, qui vont les aider à trouver des ressources pour se remettre un petit peu en mouvement. Et après, on essaye de les orienter vers des dispositifs qui sont vraiment spécialisés. Bon, soit si c'est vraiment des difficultés de santé mentale fortes ou pas d'ailleurs. Des fois, il y a aussi juste de la détresse psychologique, mais... Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ces personnes et d'essayer de les accompagner dans leur parcours et de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Voilà. On donne un premier exemple justement d'équipe mobile, Val-Office avec l'appui du FNA-VDL. Je vais y arriver. Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez mis en place, ce que cette équipe fait et ce qu'elle permet, à quoi elle sert exactement, quoi. Oui, alors déjà, je tiens à introduire en disant que le FNA-VDL a vraiment été pour nous une opportunité pour dépasser les difficultés qui ont été expliquées juste avant et rencontrées par de nombreux bailleurs, principalement, qui existaient déjà avant la crise sanitaire, mais qui se sont accentuées au sortir des confinements. Le constat était assez simple. Était le suivant en tout cas, nos personnels de proximité se heurtaient régulièrement à des situations complexes à gérer sur différents sujets, mais je pense évidemment aux personnes très isolées, en repli, parfois en rupture totale avec leurs bailleurs. Je pense évidemment aux logements encombrés, surencombrés, souffrant d'incurie, avec une présence de nuisibles, où des techniciens, des prestataires exerçaient leur droit de retrait et ne pouvaient intervenir dans le logement. Je pense évidemment à tous ceux qui peuvent avoir à un moment dans leur parcours un comportement qui est parfaitement inadapté à la vie en collectivité, temporaire souvent ce passage, mais qui nécessite effectivement d'aller chercher des partenaires et tenter d'aider le locataire à retrouver un équilibre psychosocial et au niveau de sa santé. Donc nos conseillères sociales chez Val-Office, elles sont au nombre de 14, étaient particulièrement démunies. La raison principale était la suivante, une absence parfois totale ou une carence au niveau des professionnels et institutions de droit commun et des réponses trop souvent inadaptées puisque c'était des services et ce sont toujours des services qui souffrent de saturation, de professionnels en déficit. Et donc, en nous appuyant dans un premier temps sur les constats que nous avons pu dresser avec nos collègues de proximité et essayer de recenser le nombre de situations rentrant dans ce type de catégorie, tout en établissant un diagnostic territorial au niveau des partenariats, voir ce qui existait sur d'autres territoires et aussi dans les territoires où Val-Office est implanté. On a pu se rapprocher de la Fondation Falleret, qui existe depuis 1871 de mémoire, qui est une association spécialisée dans la psychiatrie, qui gère des maisons d'accueil spécialisées, qui gère des CMP, qui gère des résidences accueil, tout un tas de services, des accueils de jour aussi, au bénéfice des personnes en souffrance psychique ou présentant des déficits dans leur santé mentale. Et donc, à partir d'août 2022, et la naissance de cette équipe mobile, et avec le soutien du FNA-VDL, l'équipe pluridisciplinaire
composée par la Fondation Falleret et plus précisément de psychologues, de psychiatres, travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières et personnel encadrant, a pu commencer à aller sur signalement de nos conseillères sociales après un étayage autant que possible médico-social fait au préalable par leurs soins. Donc l'équipe mobile a pu être sollicitée dans une démarche, vous l'avez dit toutes les deux, dans une démarche d'aller vers les locataires qui bien souvent souffrent de déni de leurs difficultés, qui sont complètement isolés, qui n'ont parfois pas de famille, un réseau amical très faible, voire inexistant. Et donc aller vers ces personnes, essayer évidemment autant que possible de rechercher leur adhésion au travers d'un diagnostic global de leur situation et les accompagner dans les différentes démarches qu'ils devaient engager pour retrouver un petit peu de sérénité et surtout avec la perspective d'un retour aux soins ou d'un accès aux soins selon les situations pour rendre la situation pérenne. Donc ça, c'est la première chose qu'on a pu mettre en place avec l'équipe mobile. Le deuxième axe de travail est constitué d'intervisions que proposent les professionnels de l'équipe mobile à destination de nos collègues gardiens, responsables de secteur, chargés de gestion locataire et les aider au travers de formations, de sensibilisation sur le repérage des personnes qui pourraient rentrer dans le cadre d'un accompagnement de l'EMP. Et donc, les deux actions couplées nous permettent aujourd'hui d'avoir une solution adaptée. Je ne dis pas que ça résout absolument toutes les difficultés comme une baguette magique, mais en tout cas, on a un interlocuteur, on fait le lien avec les partenaires avec lesquels des fois le dialogue était compliqué, hein, le social, le médical, le logement, ça ne parle pas toujours facilement et avec les mêmes codes. Et puis, on a pu renouer contact avec certains de nos locataires et surtout leur donner des conditions d'existence meilleures dans leur logement et dans leur environnement. Très intéressant. De votre côté, donc à la SA HLM de l'Oise, vous avez développé un autre projet, mais ce n'est pas une équipe mobile. Vous, c'est un peu différent. C'est à la fois en accès et en maintien avec un centre communal d'action sociale, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet? Oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, merci à l'USH. Voilà, pour l'invitation et nous permet de mettre en avant ce projet dans la continuité de la présentation qui a eu lieu le 19 juin dernier à Paris. Effectivement, ce projet vient, je dirais, apporter un chapeau global sur l'accès et le maintien. Donc avant de présenter un peu dans les détails la composition, si je peux dire, de ces deux axes-là, d'où ça part? Tout simplement de la définition de l'OMS que nous connaissons probablement tous les uns et les autres, par cœur ou pas, à savoir un état de bien-être global qui intègre les dimensions physiques, médicales et sociales. Donc de cette définition de l'OMS qui a le mérite d'intégrer l'ensemble des dimensions et pas seulement la dimension médicale, puisque nous ne sommes pas professionnels de santé et nous n'avons pas vocation à l'être. Donc ça, il faut effectivement être très clair sur ces sujets, mais c'est ce que vous indiquiez. À cette définition-là, c'est adossé, si je puis dire, deux constats. Le premier constat, qui est un constat plutôt externe à la SAHLM, à savoir que des professionnels de santé qui intégraient une instance de coordination, je vais essayer d'éviter tous les acronymes, ou en tout cas les limiter, mais les contrats locaux de santé mentale, que vous connaissez probablement et qui ont vocation à mettre en musique, si je puis dire, les différents partenaires qui interviennent de près ou de loin sur la santé mentale. De par ces travaux, les professionnels et notamment les établissements publics de santé mentale qui, eux, ont cette compétence médicale, ont mis en avant la problématique des débouchés, si je puis dire, après l'accompagnement. Je m'explique. Une personne qui est accompagnée au sein d'un, entre guillemets, un hôpital psychiatrique peut être accompagnée via un SAS, tel que les appartements thérapeutiques, qui sont en fait des logements, je dirais, diffus. Et après cet accompagnement-là, malheureusement, c'est un peu le désert de Gobi. Donc effectivement, c'était l'objectif, était de permettre l'accès en ayant cet accompagnement-là, qui est global, mais j'y reviendrai juste après, avec les différents partenaires. Et le deuxième constat, qui est plutôt un constat interne, c'est-à-dire comment maintenir
les locataires de la SAHLM qui rencontrent des problématiques relevant de la santé mentale ou qui ont des situations psychosociales quelque peu dégradées. On va dire ça comme ça. Et ça rejoint ce que vous disiez sur effectivement les collaborateurs qui se retrouvaient démunis face à un encombrement excessif des logements, face à, je dirais, beaucoup d'animaux. Bon, je ne veux pas rentrer dans les syndromes, mais effectivement, c'est le syndrome de Noé avec une accumulation des animaux dans les logements. Face à un certain nombre de problématiques, nos collaborateurs, conseillères sociales, managers de proximité et j'en passe, se sentaient totalement démunis et n'avaient pas, je dirais, des clés de compréhension de ce que sont ces syndromes-là et comment intervenir. Donc c'est vraiment ce double constat-là qui nous a, qui a entériné, si je peux dire, la volonté de développer un projet dans le cadre du contrat local de santé mentale et en mettant en musique un certain nombre de partenaires. Donc j'ai évoqué l'établissement public de santé mentale, le CCAS, Centre communal d'action sociale de Creil, dont je parlais, qui réalise effectivement, en lien avec nos conseillers sociaux, un diagnostic partagé. Mais on a souhaité aller plus loin en intégrant d'autres partenaires qu'on entend assez peu et que je souhaiterais évoquer, voilà, je souhaiterais mettre un petit focus sur ces partenaires-là, à savoir l'UNAFAM, qui est une association qui accompagne les familles des personnes qui se trouvent dans ces situations-là. Donc voilà, de personnes malades et ou handicapés, enfin, c'est ce qui est indiqué en tout cas dans les statuts de l'association, et également d'autres associations telles que Pouvoir d'Agir 60, que je mets en avant également, qui développe ce qu'on appelle la pérédance, c'est-à-dire comment s'appuyer sur le savoir expérientiel des personnes qui sont dans un processus de rétablissement. Vous avez vécu... C'est important. Tout à fait. Vous avez vécu ces problématiques-là, vous êtes dans un processus de rétablissement, vous êtes dans une logique de pair. Personne qui est sortie dans un rétablissement, une pathologie. Un peu comme des groupes de parole, quoi, finalement, mais avec... Oui. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des groupes de parole, des temps collectifs, comme des temps vraiment individuels. Donc effectivement, c'est cette base-là qu'on a construit, je dirais, notre architecture et notre méthodologie de travail. Et notre projet, c'était volontaire, on ne vous a pas donné tout de suite le nom, et pas commencer par des acronymes, et qui s'appelle Regard, pour réussissons ensemble, globalement, un accompagnement résidentiel digne. Ne me demandez pas si nous avons... Wow. Alors, je ne sais pas, j'étais pas là à l'époque, mais si ça a commencé, est-ce qu'on est parti de l'acronyme pour effectivement décliner le nom ou l'inverse? Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, Regard. Donc voilà, sur cette base-là, il y a toute une comitologie, mais l'idée, c'est pas de détailler notre fonctionnement, mais avec une instance pivot qui s'appelle la commission d'admission, qui intègre l'ensemble de ces personnes et nos conseillères sociales, et notamment nos 2 conseillères sociales qui sont vraiment les chevilles ouvrières de ce dispositif aujourd'hui et qui pilotent toutes ces actions-là. Avec voilà, une méthodologie, mais je ne vais pas être redondant, mais effectivement le diagnostic partagé, le passage en commission, et par la suite, effectivement, l'orientation vers l'entrée dans le logement, ou bien pour les locataires déjà en place, un accompagnement renforcé qui peut durer de 6 à 14 mois en moyenne pour nous. Et dans tout ce processus, mais là je vous demande à vous deux, donc le premier qui veut prendre la parole, quel a été le rôle du bailleur, par exemple, dans le développement de ces projets, quel a été aussi le rôle en commun du bailleur et de l'association? Alors, je veux bien prendre la parole. On l'a dit tout à l'heure, j'ai un doute si c'est Madame Sylvestre ou mon collègue qui a pu le citer, mais les bailleurs n'ont pas vocation à se substituer au droit commun. Bien sûr. Donc ça, c'est sûr, c'est un rôle qu'on écarte. Ça, c'était clair. On avait bien absolument compris. Pas non plus le souhait ni la responsabilité d'accompagner les locataires vers les soins. Pour autant, nous, Val Office, on a été porteurs du projet vis-à-vis du FNAVDL. Bien évidemment, même si on est porteur, c'est un projet qui a été véritablement co-construit avec la Fondation Falleret. Voilà, on avait, nous, le diagnostic et le besoin qui avait été recensé. Il fallait en face mettre l'équipe suffisamment outillée, je dirais, suffisamment importante pour prendre en charge l'ensemble de ces situations, surtout qu'on sait que dans le domaine de la santé mentale, on a souvent que la face immergée de l'iceberg. Donc on avait
voilà, une idée à peu près du volume. On avait fait ce diagnostic ensemble et on a compté sur la Fondation Falleret pour nous apporter son expertise, l'expérience qu'elle avait pu construire avec l'équipe mobile Passerelle des Yvelines, déjà existante depuis quelques années à la création de l'équipe mobile Passerelle Val-de-Marne, donc au bénéfice de Val-Office. Et puis voilà, on a fait vivre ensemble cette équipe, mais avant de la faire vivre, on s'est chargé donc de la réponse à projet, à appel à projet, et en nous positionnant sur ce fonds. Et quel a été l'apport du coup du fonds Alors l'apport, il est avant tout financier. Oui, c'est ça. Sans la contribution financière du FNAVDL, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Val-Office Habitat, ni je pense aucun bailleur n'a aujourd'hui la capacité de financer sur fonds propres, et en plus n'a pas cette spécificité, savoir mesurer combien de temps on a besoin en psychiatre, en psychologue, en infirmier, c'est des choses qu'on ne sait pas faire au sein d'un bailleur. Donc voilà, on s'est appuyé sur l'expertise et le savoir-faire indiscutable de notre partenaire, et puis après, une fois la réponse favorable obtenue, on a mis en place la création de l'équipe. L'association s'est plutôt chargée du recrutement du personnel. Nous, on a déployé, on a mis en place des outils, on a mobilisé les forces en proximité, on a dû s'adapter aussi régulièrement dans notre pratique aux contraintes de part et d'autre, faire en sorte que les procédures contentieuses, quand il y en avait engagé, puissent s'articuler, ne pas nuire au déroulement de l'accompagnement. Enfin, il y a des petites choses assez pratiques auxquelles il faut être confronté pour finalement pouvoir s'adapter et évoluer. Et puis, on échange beaucoup. Les professionnels, vous évoquiez les conseillères sociales, échangent, si ce n'est quotidiennement, mais pas loin, avec l'équipe mobile Passerelle. Mais on a quand même des temps formalisés, des comités pour échanger sur le fond des situations et puis nous alimenter aussi nous-mêmes, acquérir une forme d'expérience et que cette expertise, ce savoir-faire de Falleret, on s'en imprègne aussi. Donc voilà, s'il y a vraiment quelque chose à souligner de mon point de vue, c'est le soutien du FNAVDL qui a été déterminant pour la création de cette équipe. Et puis il y a cet apport, et puis il y a, je l'espère aussi, le soutien pour les deux enjeux qui se présentent à nous pour ces prochaines années. La pérennisation du dispositif. On sait que le fonds FNAVDL n'a pas vocation à financer des projets déjà en place, c'est plutôt de l'innovation. Voilà, on compte sur l'USH pour nous guider, nous donner des conseils et permettre à cette équipe qui est devenue aujourd'hui indispensable pour nos équipes, mais surtout pour les locataires en souffrance, puissent continuer à vivre sur la durée. Et puis le deuxième enjeu, c'est en faire bénéficier d'autres locataires que les locataires de notre parc, parce qu'on se l'est tous dit, c'est un enjeu national et puis c'est une problématique qui est commune à tous. Monsieur Abderrazak, de votre côté, vous pouvez parler un peu du rôle du bailleur? Le rôle du bailleur, mais juste dans la continuité sur le FNAVDL. Bien sûr, voilà. Oui, vous avez raison. Dessus. Et effectivement, le FNAVDL a fait effet levier, enfin, nous concernant, en permettant d'expérimenter la démarche dès 2021 avec un renouvellement en 2024. Ce qui a été une excellente nouvelle pour nous, permettre d'asseoir le projet dans la durée et surtout de réfléchir nous concernant à potentiellement essaimer, je dirais, la démarche, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes que sur la commune de Creil. Nous avons des échanges avec d'autres territoires qui sont porteurs de contrats locaux de santé mentale, puisque nous sommes signataires de l'ensemble des chartes du CLSM. Voilà. Première fois que j'utilise un acronyme. Donc, vous avez fait l'économie des acronymes jusqu'à présent. Merci. Et effectivement, le FNAVDL a permis vraiment de faire effet levier dans un premier temps. Et autre point, parce que je rejoins totalement ce que vous venez de dire, un point qui n'a pas forcément été souligné, c'est que le FNAVDL a permis aussi d'embarquer. Je m'explique. Certains partenaires, notamment institutions, ne seraient pas, je pense, venus aussi facilement, je dis facilement avec énormément de guillemets, aussi facilement vers nous pour travailler ensemble et essayer de répondre à nos objectifs si le FNAVDL ne nous avait pas accompagnés. Donc effectivement, effet levier, oui, mais également permis d'embarquer certains partenaires. Et que ça se poursuit effectivement aujourd'hui. Sur le rôle du bailleur aujourd'hui,
dans le cadre de ce projet-là, on est vraiment sur un coportage de ce dispositif avec le Centre communal d'action sociale et encore une fois avec une négociation sur un autre territoire et un autre CCAS. Donc ce qui est intéressant pour nous, dès le départ, on a souhaité être pilote, pour ne pas dire on va pas dire copilote, mais plutôt pilote du dispositif, en allant vers les partenaires et se dire, voilà, l'autre objectif, c'est d'expérimenter le dispositif, mais de pouvoir l'étendre à d'autres territoires où on rencontre des difficultés encore plus complexes. Sur le Crayoir, peut-être moins de difficultés que sur le nord de Beauvais, pour ceux qui ont la chance de connaître le département de l'Oise. Donc vraiment, ça a été une réelle opportunité pour nous de nous ancrer sur le territoire, de par cette thématique de la santé mentale, sans forcément en être des spécialistes. Donc, je vois. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup pour ces deux projets sur le terrain concrets. De votre côté, Maryse, est-ce que au sein de l'USH, vous avez d'autres projets en cours, à la fois donc sur le FNA VDL, j'y arrive, et sur la santé mentale? Alors, sur le sujet de la santé mentale, effectivement, on avait lancé une démarche l'ADIAL avait lancé une démarche de travail, un cycle de travail, et on a travaillé avec eux dans ce cadre-là en 2023, où on avait organisé tout un cycle de travail, où on avait mobiliser à la fois des bailleurs, mais aussi des ARS, des services de l'État. Et c'était intéressant parce que du coup, ça permettait d'avoir une vision large du sujet. Parce que comme on l'a vu, c'est vraiment un sujet qui permet aux bailleurs de construire un partenariat et de voir un peu, de déjà faire un peu l'état des lieux de ce qui est possible de mobiliser sur le territoire. Donc ça permet vraiment de travailler à la fois sur ce côté santé, logement, qui sont des univers professionnels qui des fois ne se parlent pas toujours. Donc là, c'est une occasion justement de pouvoir un peu rapprocher les deux. Et dans le cadre de ce cycle de travail, on vient de finaliser un guide qui s'appelle Prévenir et repérer les troubles de santé mentale des locataires du logement social. Donc, je sais pas on peut retrouver normalement sur le site internet. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est que maintenant qu'on a entendu ce que vous faites, alors moi je l'ai fait un peu à l'envers, c'est-à-dire que j'ai été d'abord regarder sur le site et il y a des super reportages de plusieurs projets comme les vôtres, dont les vôtres, je crois. Et voilà. Donc en fait, à l'USH, du coup, on a complété ce travail qu'on avait commencé avec la DIAL et on a fait toute une série de fiches d'expérience, de vidéos, de fiches outils pour accompagner les bailleurs dans le développement de leurs projets, dont ceux qui peuvent être financés par le FNAVDL. J'en profite pour dire que le FNAVDL est souvent cofinancement d'autres financements, mais effectivement, ça permet souvent d'enclencher ou d'aller voir l'ARS pour demander des cofinancements. Donc ça peut aussi vous aider à aller voir vos partenaires. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur ce dossier où il y a beaucoup de choses. On vous laisse un petit peu le temps que vous preniez sur votre téléphone. Et sur le côté FNAVDL, donc là on a travaillé plutôt sur un guide méthodologique pour aussi accompagner les bailleurs plutôt dans le développement du projet. Que ce soit sur la santé mentale ou sur d'autres thématiques, parce que d'autres thèmes peuvent être financés dans ce cadre-là. Mais ce guide, il est en cours de finalisation. Pour l'instant, il n'est pas disponible, mais on va aussi le mettre à disposition dès qu'il sera finalisé. L'idée, c'était d'accompagner les bailleurs, de leur expliquer comment on fait pour déposer un projet, comment on le monte, comment on constitue le partenariat dans la durée. Je tiens parce qu'en fait, souvent, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir tenir dans la durée en termes de partenariat. Quand les gens échangent, c'est jamais facile. Et puis aussi tout ce qui est question de suivi et d'évaluation. C'est vrai qu'on parlait de pérennisation des projets, c'est pas toujours simple aujourd'hui. Mais il faut, quand on les suit bien, qu'on arrive à avoir des critères d'évaluation, ça aide, on va dire, à pouvoir poursuivre les projets. Et on continue évidemment à travailler avec la DIAL sur ces questions-là. Je sais que là, on va travailler avec eux sur une sorte de cahier des charges des équipes mobiles. Il y a un souhait aussi d'un peu travailler à un cahier des charges des équipes mobiles. Et sur le FNAVDL, en tous les cas, nous, on est présent au niveau national. Et pour les bailleurs qui veulent développer des projets, qui souhaitent réfléchir, il ne faut pas hésiter. Pour le coup, leurs interlocuteurs au niveau local, ce sont les ARHLM, qui travaillent aussi sur le fond pour les régions. Donc, ce sont vraiment vos interlocuteurs privilégiés. Si vous souhaitez développer des projets, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, c'est un bel appel. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et n'oubliez pas 2025, donc la santé mentale qui est la grande cause nationale. Nous allons marquer une petite pause. Rendez-vous à 16h pour la remise de prix USH CDC de la recherche sur l'habitat social. Et à demain pour ma part.